Alors, comme convenu, la correction des exercices. Tout d'abord le QCM, donc page 266. Donc la première question, le paludisme est une IST, infection sexuellement transmissible? Non. Un agent pathogène dangereux, en l'occurrence, oui, mais une maladie à transmission vectorielle, moi je préfère rester là. Une maladie à transmission directe, non. Donc c'est la transmission vectorielle, mais c'est quand même un pathogène dangereux. Donc là, bon, j'accepterai les deux. Le VIH est un virus? Oui. Une bactérie? Non. Un eucaryote? Alors, le VIH, c'est un virus, donc c'est pas un eucaryote. Et une maladie, c'est pas une maladie, c'est le sida qui est la maladie. Le VIH, c'est le virus. Alors, dans la question 2, on vous demande de quoi est atteinte Madame X. En l'occurrence, d'après des propositions qu'on vous fait et d'après ce qu'on a vu également en cours, c'est la photo de votre cours, c'est évidemment que elle est atteinte du paludisme, puisqu'on voit les plasmodiums dans ces globules rouges. Donc la bonne réponse à la 3 est la D. Voilà l'agent pathogène visible dans le document 2. Bon, vous n'êtes pas censé reconnaître le fait que c'est l'agent du choléra. Donc voilà, je vais laisser, mais c'était pas à savoir. Ensuite, la 5. La propagation rapide d'une maladie de nombreuses personnes. Donc, ben, ça dépend, on est d'accord, mais si ça reste relativement local, c'est une épidémie. Une endémie, vous savez que c'est une épidémie, mais bon, qui va être très régionalement et qui est permanente aussi, hein, permanente dans un pays. Hein, par exemple, on peut parler d'épidémie de gastro-entérite dans le Grand Est et l'endémie du paludisme qui est permanent en Afrique. Une anémie, non, hein, c'est une maladie qui correspond à un manque de globules rouges. Euh, ça n'a strictement rien à voir, on est d'accord. Donc la bonne réponse, c'est la A. La 6, maladie parasitaire la plus meurtrière au niveau mondial. Alors bon, on l'a pas vraiment dit, mais comme c'est parasitaire en plus, c'est le paludisme. On est d'accord? Maintenant, correction de l'exercice 5 sur les vaccins et leur efficacité. Donc vous avez deux courbes à analyser concernant d'une part le tétanos et d'autre part les vaccins contre les oreillons. Alors la première chose à constater, c'est que le nombre de décès annuels liés à ces deux maladies était relativement important avant la vaccination, hein, vous voyez, euh, et qu'on constate un nombre de décès qui diminue de façon évidente à partir de la mise en place de la vaccination. En l'occurrence, en 1970, pour à peu près pour le tétanos, on passe de 500 décès annuels à moins de 10 décès annuels. On est d'accord. Et pareil pour les oreillons, où là c'est encore plus rapide, hein, puisque on a rendu obligatoire la vaccination en 86 et qu'immédiatement le nombre de décès corrélés à cette infection a diminué de façon évidente. Donc ça, alors pour le tétanos, ça s'est mis en place de façon un peu plus lente, mais dans tous les cas, ça a été très efficace à long terme. Donc on constate à travers ces données que l'efficacité des vaccins n'est plus à prouver dans le domaine de la santé publique. Le souci, c'est qu'il faut qu'il y ait respect de cette vaccination. C'est une protection globale de la population. Autrement dit, c'est un geste citoyen de se faire vacciner. Ce n'est pas un geste individuel, c'est une protection globale qui permet de protéger l'intégralité de la population. Et que, notamment pour certains vaccins comme la rougeole, certains ont cru utile d'arrêter de vacciner leurs enfants. Et on voit réapparaître cette maladie qui peut être dangereuse, notamment chez l'adulte. Enfin, on vous demandait de chercher sur Internet une maladie qui a été entièrement éradiquée de la Terre. Bon, par exemple, il y a la variole qui a été entièrement éradiquée grâce à la vaccination. Enfin, correction de l'exercice 9 sur les origines africaines du VIH, donc du virus du sida ou HIV en anglais. Donc la question est
l'aide des documents à votre disposition, listez les arguments en faveur d'une origine africaine du VIH. Donc on peut peut-être commencer par ce document-là, qui est effectivement un arbre phylogénétique qui peut représenter les liens de parenté en différentes espèces. En l'occurrence là, c'est la proximité entre différents virus. Donc on voit plein de virus d'immunodéficience, c'est-à-dire qui attaquent l'immunité, soit humains, soit de félins. Alors la première chose qu'on peut constater, c'est que le virus qui est présent chez les singes, SIV, ce qui veut dire simiesque immunodéficience virus, est très proche du HIV, du virus du sida humain. Donc cette grande proximité laissera à penser qu'ils ont une même origine et une grande proximité génétique. Dans ce document 4, on a la fiche d'identité de l'agent pathogène SIV, donc le virus du sida du singe, qui est très similaire encore une fois au VIH. Donc, et on voit aussi qu'il peut aussi infecter l'humain et muter très rapidement. Donc on peut imaginer que ce SIV du singe est passé chez l'homme, a pu muter chez lui en VIH, ou alors que directement il a muté en VIH chez le singe et qu'il est passé directement chez l'homme. Dans le document 2, on constate donc un étal de viande de brousse, c'est-à-dire de viande d'animaux sauvages, où peut figurer du singe, sur un marché africain. Donc, à la faveur d'une blessure, on peut imaginer que le chasseur a pu se contaminer avec le sang de l'animal infecté par le VIH ou le SIV. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec le coronavirus, c'est l'hypothèse du pangolin, qui est un des animaux de brousse les plus chassés, qui serait le vecteur à l'origine de la transmission du corona aux populations. Enfin, le document 3 est intéressant parce qu'il nous apprend qu'en République démocratique du Congo, on avait déjà des signes de sida, c'est-à-dire d'immunodéficience et de maladie opportuniste dès 1930. Donc il laissera penser que c'était déjà passé chez l'homme dès les années 30. Et que ensuite, effectivement, des prélèvements réalisés dans les années 60 ont attesté la présence de ce virus chez des individus, mais qui n'étaient pas encore en nombre trop important. Donc l'ensemble de ces documents attestent effectivement de l'origine africaine du virus du sida. Merci